Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, il y a de cela moins de 24 heures, à peu près, je vous ai posé une question après la vidéo, la note d'analyse concernant Stanley Black & Decker, et je vous ai demandé de me proposer une entreprise, d'accord? Et j'allais sélectionner celle qui allait avoir le plus de votes, ok, ou bien le plus de commentaires, ok, celle qui allait être la plus demandée ici. Et donc, ici, j'ai eu plusieurs commentaires. Déjà, je remercie ceux qui ont pris la peine de commenter sur cette vidéo-là. MSCI, 3e, MSCI, j'ai eu 3 votes. C'est une bonne chose. Et j'ai eu Corning également ici. D'accord. J'ai eu à peu près Amazon. Bref, Ulta Beauty. En passant pour Ulta, il y a une note d'analyse qui existe déjà sur le dossier. Si tu tapes juste Ulta, ok. Ulta Beauty. Tu as la note d'analyse qui date du mois d'avril. Elle est récente, donc tu peux aller la regarder. Donc, Ulta Beauty, je n'ai pas pris ça en considération. Et donc, avant de faire cette vidéo-ci, c'est Corning qui avait remporté enfin, je dirais pas le challenge, mais mon choix s'est porté sur Corning parce que 2 personnes l'ont demandé. C'est pas une entreprise que j'aime spécialement, mais c'était ça le but du jeu. Ok, ça sera la même chose sur ce commentaire. Quelle est l'entreprise que vous aimeriez qu'on analyse au-delà des chiffres? Ok, donc ça peut être n'importe quelle une entreprise uniquement dans le S&P 500. Donc je ferai 3e certainement après cette vidéo-ci, donc dans quelques jours ou bien demain, je ne sais pas, mais parce que j'ai déjà lu les rapports financiers sur le 3e. Donc je ferai également une vidéo sur Bristol Myers Squibb, parce que c'est un abonné Top Premium qui l'a demandé, donc ça ne me dérange pas non plus. Donc oui, Alex, la note d'analyse sera disponible, mais tu sais que Corning ne va pas faire partie de notre choix ici. Mais je présenterai ici l'entreprise en vidéo. Ok, donc on a déjà ces 2 entreprises-là. Maintenant, pour le reste, je vous laisse aller voter. Ok, sous cette vidéo-ci, on va parler de Corning. Ok, alors Corning fait quoi? Donc, je vais prendre la description de Zone Bourse. Elle est accessible ici pour tout le monde. Donc, Corning Incorporated est le leader mondial de la production et de la commercialisation de substrats de verre et de céramique de spécialité. Donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise se repartit comme suit. Télécommunications, 29,6%. Qu'est-ce qu'on fait? Produits de fibre optique, câbles pour les réseaux de communication. D'accord? Ensuite, électronique grand public. Substrat de verre destiné aux écrans de téléviseurs LCD dans les PC et des ordinateurs. Environnement. Substrat de céramique et filtres destinés au système de lutte contre les émissions des véhicules. Ensuite, sciences de la vie, 7,1%, notamment biocapteurs, optiques pour la recherche pharmaceutique. Après, on a 24% pour le segment autre ici, constitué de solutions avancées à la base de plastique et de verre de spécialité, destinées notamment au secteur des semi-conducteurs, de l'aérospatiale et de la défense, de l'astronomie et de la météorologie. En fait, grosso modo, c'est une entreprise qui sert plusieurs industries, notamment ces industries sont généralement cycliques. Donc, dès la description, je sais qu'on a des demandes ponctuelles et non des revenus récurrents, des bénéfices nets et récurrents. Okay? Donc, je m'attends à ce que les marchés finaux soient cycliques et donc, par ricochet, que Corning soit cyclique. Maintenant, Corning a déjà publié ses résultats financiers du premier trimestre 2024. Okay? En lisant les rapports financiers et en écoutant le conference call, qu'est-ce que moi j'ai retenu? Corning, ça ressemble à ceci en date d'aujourd'hui. Est-ce que parce que depuis le début de l'année, Corning, à peu près, on va se dire que depuis janvier 2024, Corning, c'est à peu près aux alentours de 26% en supplément depuis le mois de janvier. Est-ce que ça pourrait continuer dans le futur? Parce que ici, si on fait de l'analyse quantitative, les analystes sont optimistes pour le futur. Mais pourquoi? C'est ce que je vais partager ici avec vous. D'accord? Qu'est-ce que moi j'ai compris derrière tout cela? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir parce que ce genre d'exercice, ça prend du temps. OK? Et donc, Corning. Alors, les faibles bénéfices de Corning au premier trimestre ont probablement marqué un point bas pour l'année. Pourquoi? On dit d'abord, premièrement, le bénéfice ajusté s'est élevé à peu près à 0,38 $ par action, soit 0,24 sur la base du gap. Quand on parle de bénéfice ajusté, faites attention, ajusté de quoi? Ici, on dit le gap, donc les bénéfices gap incluent l'impact des gains et des pertes sur la dette libellée en yens et les ajustements de change. Et on va revenir dessus. Sur les gains sur la dette libellée en yens, ce qui est bien, et les ajustements de change toujours à propos du yen. On va y revenir parce que le yen est un problème pour cette compagnie. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si on avait enlevé tous ces éléments-là, d'accord, on aurait eu 0,38. D'accord? En incluant ces éléments, on a 0,24.
OK? Quand on parle de dette ajustée, de bénéfices ajustés, il faut toujours aller voir ajusté de quoi? Parce qu'on peut ajuster avec beaucoup de bêtises à l'intérieur. Donc, ici, on va se dire que c'est correct. OK? Donc, la baisse des ventes de 3% a été compensée par une expansion des marges de 1,80 points de base. Donc, c'est-à-dire que, quand on dit 1,80, excusez-moi, c'est 180 points de base. Donc, 1,8% en supplément pour l'augmentation des marges, ce qui confirme les tendances récentes. Donc, les divers marchés finaux sont généralement faibles. Donc, les marchés finaux, on les a cités tantôt tout à l'heure, à savoir ici Optical Communication, donc fibre optique, Display Telecommunication, tout ce qui concerne ici les écrans, Specialty Material, Environment Technology, tout ce qui concerne ici les filtres, etc. Donc, ces marchés finaux sont en berne pour le moment, de manière générale, de manière globale. OK, quand on les prend ensemble, parce qu'il y en a certains qui performent mieux que les autres. Attention, ici, c'est par rapport à 2023 et 2022. OK, donc, on continue. Donc, les divers marchés finaux sont généralement faibles, mais les initiatives en matière de prix, c'est-à-dire pricing, et les mesures de réduction des coûts, donc efficience, ont amélioré la rentabilité. Et ça, c'est une bonne chose. Pricing power, ça veut dire que si les gens achètent, la demande est là. Des réductions des coûts, ça peut être une bonne chose pour le maintien des marges à long terme, surtout quand on parle de période d'inflation. Très important. La direction prévoit que le bénéfice ajusté pour la période de juin, donc trimestre du mois de juin, deuxième trimestre, donc bientôt, se situera probablement entre 0,42. Donc, si on parle ici du mois de juin, Corning, ticker symbol, c'est quoi? GLW. Juste voir ici quand est-ce qu'elle va publier ses rapports financiers. GLW. On prend ça, on valide. Le 30 du mois de juillet, donc à la fin du mois de juillet 2024, parce que je tourne cette vidéo le 2 du mois de juillet 2024, donc dans à peu près 28 jours. Donc, on revient sur la vidéo. Donc, la direction prévoit que le bénéfice ajusté pour la période de juin, trimestre de juin, se situera probablement entre 0,42 et 0,46 par action, avec une médiane à peu près aux alentours de 0,35. D'accord? Sur la base du gap. OK? Le gap ici, comment on appelle ça? Ce sont les normes comptables pour la zone nord-américaine ici, enfin, pour les États-Unis en particulier. Et en Europe, par exemple, vous avez les normes IFRS, etc. Donc, ça prend en considération. Les dépenses dans le secteur des télécommunications, qui est un marché final, d'accord, pour la compagnie, doivent reprendre pour que les prévisions soient respectées. C'est bien d'avoir des prévisions, mais on vous donne les conditions pour que ces prévisions-là soient vérifiables. D'accord? Et donc, on doit aller vérifier ici qu'est-ce qui pousse les entreprises à commander chez Corning en date d'aujourd'hui pour la période actuelle. Qui sont les donneurs d'ordre? OK? Les opérateurs et les entreprises continuent d'écouler leur stock, mais selon les prévisions, les commandes devraient reprendre au cours du second semestre de cette année. L'activité Optical Communication a vu son revenu baisser de 159 millions au premier trimestre de l'année dernière à seulement 100 millions de dollars au cours de la période la plus récente. Donc, quand on compare les deux trimestres, on a certes une diminution de manière globale, mais c'est moins prononcé pour ce trimestre par rapport à la même période l'année précédente. Donc, on est peut-être ici, certes, sur un ralentissement ici de la baisse au niveau du cycle. OK? Ça prend en compte. Généralement, il faut regarder les cycles trimestre après trimestre. OK? Quand on a une baisse de moins en moins prononcée, ça peut être synonyme de reprise. OK? Sur ce genre d'activité, c'est normal. L'entreprise compte toujours sur les fonds gouvernementaux destinés aux infrastructures, donc le fameux Infrastructure Act qui couvre beaucoup de choses, d'accord, que ce soit la réfection des routes, tout ce qui concerne ici les pylônes de télécommunications, fibres optiques, etc. Donc l'entreprise compte toujours sur les fonds gouvernementaux destinés aux infrastructures pour relancer l'activité dans le courant de l'année. Beaucoup d'entités également comptent dessus, notamment, on a parlé de Stanley Black & Decker dernièrement. Donc, ce fameux Infrastructure Act sera également bénéfique pour la compagnie. Donc, les activités de la division Core Display Technology, tout ce qui concerne les écrans ici, semblent relativement stables. Les légères augmentations de prix introduites à la fin de l'année dernière semblent se maintenir, bien que la réduction de la production ait pesé sur les marges cet hiver. L'augmentation des volumes et la stabilisation des coûts devraient contribuer à améliorer les comparaisons de bénéfices. Alors, la nouvelle législation élargit
enfin, ça c'est par les législations en matière ici dans le domaine de l'environnement environnemental ici. Donc cette nouvelle législation élargit les possibilités du marché. Pourquoi? Les bénéfices nets trimestriels de la division ont augmenté de 28% en glissement annuel pour atteindre 105 millions de dollars grâce à l'augmentation de la demande de filtres à particules sur les véhicules à essence en Chine. Et vous allez remarquer une chose, la Chine représente combien en termes de pourcentage? Ok, c'est un avantage comme un inconvénient. On va y revenir. Donc, l'EPA, c'est l'agence américaine ici de protection de l'environnement qui a un partenariat ici avec la Chine pour pouvoir, parce qu'ils ont quand même une expérience un peu plus poussée que les Chinois, même si vous savez que les Chinois ont beaucoup de problèmes en matière ici de pollution de l'air et donc il y a cette coopération-là entre les deux pays. Donc, l'EPA a récemment annoncé des normes plus strictes que prévues en matière de pollution des gaz d'échappement. Ça touche non seulement la Chine, mais également les États-Unis. OK? Donc, désormais, tous les véhicules à essence devront être équipés de filtres à particules d'ici 2027. Vous n'avez pas retenu tout quelque part, on a parlé de filtres à particules dans une certaine division ici de Corning. Ils sont leaders sur ce marché-là. Et donc, on s'attend à une demande de plus en plus élevée dans le futur. Donc, la faiblesse du yen est une préoccupation persistante. La Chine représente 30% du marché. Cette compagnie produit en dollars américains, vend en Chine, ici, ils vendent en yens. C'est-à-dire que quand le yen perd de la valeur par rapport au dollar, les Chinois vont devoir débourser plus pour le même produit. Donc, à 100 dollars égale ici, disons, si votre yen a perdu la valeur, au lieu de dépenser, imaginons que 100 dollars égale à 100 yens. Quand le yen perd de la valeur, maintenant, vous dites du jour au lendemain que pour le même produit qui coûte 100 dollars, vous devez dépenser 150 ou bien 200 yens. Vous comprenez que ça peut entraîner ici un ralentissement au niveau, je dis bien, un ralentissement ici au niveau de la demande en Chine. Mais en dollars, donc, si on a une dette libellée en yens et qu'on rembourse et qu'on vend peut-être ici en dollars, on pourra la rembourser plus rapidement, ce qui nous permet ici, la première partie, vous vous rappelez, on a eu des gains par rapport à la dette libellée en yens. Attention. Donc, les couvertures relatives au risque de change, parce que 30% de nos chiffres d'affaires dépend de la Chine, et donc on vend généralement en yens, on doit généralement se couvrir en termes de taux de change dont bénéficient l'entreprise Corning expireront en 2025. Donc on s'est protégé par rapport au taux de change jusqu'en 2025. Et quand la couverture actuelle va expirer, eh bien, on va réellement sentir l'impact du yen ici au niveau du chiffre d'affaires de la compagnie. Et donc, il faut faire attention ici. Donc, ça pourrait entraîner une réduction des bénéfices nets. Donc, à taux de change, parce qu'on a des taux de change moins favorables en date d'aujourd'hui. Donc, imaginez qu'on avait signé ici à une époque pour 100 dollars, c'est égal à 100 yens. Aujourd'hui, 100 dollars égale à 150 yens. Donc, c'est-à-dire qu'on était protégé au-dessus, on ne voyait pas trop la différence. Je sais que quand je parle ici de taux de change, etc., vous ne voyez pas. D'accord, vous ne comprenez pas à quoi ça ressemble. Mais on va faire une vidéo par rapport à ça. Comment est-ce que le taux de change peut impacter le chiffre d'affaires d'une de vos compagnies, d'accord? Et comment est-ce que vous devez apprécier cela? Parce que ça peut aller dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. Okay? Donc, ça ne veut pas dire ici que parce que les compagnies sont généralement internationales ici la plupart. Et donc, on s'entend ici que c'est le rôle de la compagnie de se protéger. Donc, votre rôle, c'est de voir on produit en quoi, on vend en quoi. D'accord? Donc, on va expliquer cela dans une autre vidéo. Donc, la direction s'efforce à couvrir davantage le risque, mais l'ampleur de la perte potentielle n'a pas encore été divulguée. Et ça, c'est un drapeau jaune. Normalement, on devrait nous dire que voilà à peu près quel est l'impact que ça pourrait avoir si on ajuste par rapport à la valeur d'aujourd'hui. Donc, grosso modo, ici, on a des éléments positifs qui soutiennent ici un investissement sur Corning et des éléments négatifs. En termes d'évaluation, donc, après avoir lu cela, par rapport à l'évaluation, est-ce que notre avis va changer sur cette compagnie? Déjà, vous remarquez que Corning, c'est une entreprise qui est cyclique. Les bénéfices nets sont certes en croissance ici, mais c'est très instable. Du point de vue free cash flow ici, qu'est-ce qu'on a? Également une instabilité. Et quand je vais regarder à ce niveau Corning du point de vue sur Coifin ici, je rappelle que vous avez 25% de réduction en passant par le lien d'affiliation pour Facegraph, pour ceux que ça intéresse. Maintenant, on a ici sur les 12 derniers mois, par rapport au chiffre d'affaires, on a une croissance globalement.
même si on a une réduction depuis 2022 ici. Comme je l'ai dit, c'est un secteur cyclique. On regarde les marges brutes. On a des marges brutes de moins en moins élevées. Donc, vous voyez, marge brute diminue. Accélération du chiffre d'affaires. J'espère qu'on ne sacrifie pas les marges. Je crois que sur les derniers trimestres ici, on a à peu près une appréciation des marges, dépendamment de certains secteurs d'activité. Okay. Ensuite, on regarde les marges EBITDA, qui sont également en berne par rapport aux marges brutes ici. C'est assez cohérent. On regarde ici le net income, très instable, et le free cash flow, encore plus instable. Et donc, on sait ici que free cash flow et net income doivent aller dans le même sens, n'est-ce pas? Il faut toujours aller vérifier en termes de free cash flow et net income, qu'est-ce que l'entreprise a pu rapporter dans le temps, histoire d'ici de recoller les morceaux. Okay? Donc, on regarde ça rapidement, on recolle, on regarde les 20 dernières années. Free cash flow, 21 milliards, net income, 10 milliards de différence sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, à peu près la même chose. Sur les 5 dernières années, à peu près la même chose. Sur les 3 dernières années, disons, free cash flow est même plus élevé. Donc, on s'entend que sur les 5 dernières années, sur les 10 dernières années, l'entreprise a tendance à rapporter la même chose en termes de free cash flow. C'est pour ça que j'aime bien quand on regarde les résultats ici de manière cumulée, parce que ça donne une information différente de si on les regarde sans prendre en considération aussi les bénéfices cumulés. Okay? Parce que là, vous allez voir que ouais, mais c'est très instable, etc. Mais les deux vont dans le même sens, globalement. Donc, si je prends les net income ici de manière globale par rapport en tant que rentabilité du bénéfice net ici, je dois les normaliser. Enfin, excuse-moi, en termes de free cash flow ici, je dois les normaliser. D'accord? C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, c'est 1 milliard. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près 879 millions. Sur les 3 dernières années, c'est 879 millions. Donc ici, nous avons une entreprise qui a l'habitude de rapporter à peu près, enfin, je l'ai mis ailleurs, je dois le mettre ici excusez-moi. C'est 1 milliard sur les 10 dernières années, 960 millions ici sur les 5 dernières années, donc c'est presque 1 milliard. Donc nous avons une entreprise qui rapporte à peu près 1 milliard en moyenne. OK? Je ne veux pas avoir précisément raison, je veux avoir le moins de tort possible. OK? C'est un business cyclique. Parce que les donneurs d'ordre ici sont dans des secteurs cycliques, que ce soit semi-conducteurs, tout ce qui concerne ici les télécoms, c'est cyclique. Je parle de donneurs d'ordre au niveau des télécoms. La fibre optique, vous pensez qu'on commande ça tous les jours? Ça dépend ici du taux de remplacement, la maintenance, etc. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, je normalise mes résultats. Même si cette compagnie, en date d'aujourd'hui, en termes de bénéfices nets, gagne aux alentours de 620 millions, en moyenne, c'est 1 milliard. Okay, donc, je suis même très gentil en date d'aujourd'hui. On me demande de payer aujourd'hui 33 milliards, un business qui pourrait me rapporter au moins 1 milliard sur les années à venir. Même si on a des éléments positifs au niveau du secteur de l'environnement ici, je n'ai pas envie j'ai pas envie de trop extrapoler. Je veux au moins que l'entreprise puisse rapporter la moyenne de ce qu'elle a pu produire par le passé. OK? C'est un rendement de 3%. C'est une entreprise cyclique. On ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices ici. Ça, c'est mon avis. D'accord? Vous faites ce que vous voulez derrière. Et donc, moi, en date d'aujourd'hui, je ne donnerai pas plus de 15 milliards pour cette compagnie. D'accord? Il faut également prendre en considération la dette. On s'entend que si on prend en considération la dette ici, on aura un chiffre bien moins élevé que ça parce qu'on a une dette à peu près de, disons, 7 milliards par là. Donc 7 milliards moins 15 milliards, on va se retrouver à peu près aux alentours de 8 milliards. Et si on prend le 8 milliards en question par rapport à 1 milliard qu'on a en termes de bénéfices nets, c'est plus que 11% ici. Donc voilà, je préfère ici l'acheter à 10 fois les bénéfices, on va le dire comme ça. Donc à 10 fois les bénéfices, grand minimum, c'est 10 milliards. 10 milliards en question divisé par le nombre d'actions, ok, ça donne à peu près aux alentours de 860 millions d'actions divisé par 860, ça donne à peu près 11,62 $ par action. 11,62 $ par action. Par rapport à ce qu'on me propose en date d'aujourd'hui, vous pouvez comprendre que moi, je préfère rester sur les lignes de côté. Et encore, cette compagnie ne mérite pas avoir une place dans ma watchlist personnellement. C'est une compagnie bien trop cyclique pour moi et ce n'est pas ça même si elle est leader sur certains secteurs d'activité ici, je veux dire, ce n'est pas... Elle n'utilise pas réellement ou bien son pricing power ne se voit pas sérieusement. D'accord, on ne le voit pas du tout. Ok, c'est bien d'être leader, mais si ça ne se répercute pas sur les coûts, en termes de marge, sur la stabilité des marges, ça ne sert strictement à rien. Si on regarde ici le retour sur les capitaux investis, c'est très très nul également. Même si on les ajuste, je ne sais pas si on va avoir quelque chose de mieux que ça, meilleur que ce qu'on a présentement. En termes de tangible book value par action, on a à peu près 9,75 $. Donc, idéalement même, enfin, si on me vend cette compagnie aux alentours de 10 $ ou bien 11,62 $, c'est un home run, c'est un prix parfait. D'accord? On va le dire comme ça. Mais, en date d'aujourd'hui, je préfère rester sur les lignes de côté sur Corning. Oui, je lis les rapports financiers. Oui, l'entreprise a les moyens de repayer
de payer le dividende ici. On s'entend qu'en termes de dividende, revenons à peu près à ces niveaux. C'est une entreprise à peu près qui a les moyens de payer ses dividendes en moyenne, mais elle dépense beaucoup pour ces dividendes-là. En moyenne, ici, par rapport à 1 milliard qu'on a rapporté ici sur les dernières années, 5-10 dernières années, on paye presque plus de 80% de ce montant-là en dividendes. C'est pas très intéressant. Ok, donc je ne m'attends pas à plus que ce 2,90%. Mais je sais également que l'entreprise peut avoir tendance à gagner beaucoup d'argent demain. Mais comme je l'ai dit, on va gagner peut-être $2,53 en 2026. Le plus important, c'est de savoir est-ce qu'au-delà de 2026, on va gagner au moins la même chose? Non. Il y a de grandes chances que la réponse soit non. Donc, je reste sur les lignes de côté. Je préfère l'acheter à un prix inférieur à un prix aux alentours de 10 milliards par là. Et ça, ce n'est que mon avis. OK? Pour moi, Corning, ce n'est pas une entreprise extraordinaire. OK? C'est ce que je retiens ici après la lecture des rapports financiers. OK? Donc, même si on a des éléments positifs, après avoir lu les rapports financiers, je reste sur ma décision d'origine. Par exemple, j'avais fait une vidéo aussi sur Corning il y a très longtemps. Donc, pour moi, Corning, en date d'aujourd'hui, je préfère rester sur les lignes de côté. Évidemment, on pourrait gagner beaucoup en ajustant les bénéfices ici. Voilà, on pourrait gagner beaucoup d'argent demain sans prendre en considération la dette. Mais je veux dire, c'est trop pour moi. OK? Je pense que ce n'est pas tenable à long terme. Et surtout que ce sont les free cash flow qui comptent réellement à la fin de la journée. Ce n'est que mon avis sur Corning. Et je vous pose encore cette question. Quelle entreprise vous aimeriez qu'on analyse au-delà des chiffres? Donnez-moi le nom de la compagnie en commentaire. Je prendrai l'entreprise la plus demandée, je rappelle bien, ou bien celle qui a le plus de votes. Voilà. Si vous réclamez, s'il y a 10 commentaires pour la même entreprise, je la prendrai. Mais s'il y a 10 likes pour la même entreprise également, je prendrai celle-là. OK? Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium où je publie généralement ici des analyses, des notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, m'intéressent, ainsi que le suivi qui vient avec. Et parfois, si vous avez des questions par rapport à certaines compagnies sur lesquelles j'ai pu lire les rapports financiers, je peux soit vous partager ma note, soit vous dire à peu près ce que j'ai pensé après la lecture des rapports financiers. Mais uniquement pour les abonnés Premium. OK? Vous pouvez également demander des notes d'analyse quantitatives. Okay. Et avoir accès à ma watchlist, la fameuse watchlist que je présente ces derniers temps. Donc la watchlist avec les mises à jour en termes de prix. Vous avez 50% de réduction en date d'aujourd'hui à ce niveau-là. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur envie d'apprendre le stock picking, vous pouvez réserver un appel pour qu'on en parle, histoire de voir si le programme de l'accélérateur qu'on propose ici pourrait répondre à vos attentes. OK? Ou bien également, vous pouvez réserver un appel pour parler de toute autre chose en lien avec le stock picking. D'accord? Ce n'est que mon avis, et comme je l'ai dit, et non un conseil d'investissement. C'est ce que moi je retiens après avoir lu les rapports financiers. Et si vous avez un avis complètement différent, laissez-moi savoir en commentaire. Merci.